Donc, on va commencer. Allez, j'ai préparé donc un petit truc. Alors, force de Coriolis, effet Venturi, cabine avant, Bagdir, toutes ces expressions se rapportent à une seule et même énergie, celle du vent. Nous allons donc nous interroger sur la relation qu'entretient l'homme avec le vent. Tentons, en introduction toutefois, un rapide tour d'horizon sur les données déjà connues à propos du vent. C'est-à-dire, en fait, je voulais dire les lieux communs, mais bon. Donc, c'est une force invisible, mais fortement ressentie. Le vent peut être doux, léger, sec, humide, fort ou encore cinglant. La relation de l'homme avec le vent est ambiguë, car il cherche en même temps à le domestiquer, mais à s'en protéger, à le connaître et à le maîtriser. Donc, j'ai parcouru toutes vos présentations et on se rend bien compte effectivement qu'il y a toujours cette ambiguïté qui est présente. On le craint, mais en même temps, on essaie de s'appuyer sur sa puissance. Bénéfique ou destructeur, le vent transporte, façonne les paysages. Ça, on le verra aussi avec Mathieu, surtout pour les paysages. Formation et déplacement des dunes et des vagues, érosion, dispersion des particules, pollinisation. Le vent façonne la terre et crée des paysages insolites. On en a parlé. La relation de l'homme avec le vent se traduit ainsi par de nombreuses actions. On essaie de le mesurer, de le prévoir, de l'écouter, de s'en protéger, de le capter, de naviguer sous son emprise et de le domestiquer. Au siècle du numérique et des satellites, notre culture reste marquée par les messages et les représentations du vent. Ça, c'est pour l'identité, on en reparlera aussi. C'est ce que nous allons voir ce matin avec nos 3 orateurs. Ces orateurs vont nous expliquer comment le vent continue à façonner non seulement la physionomie de nos cités et de nos paysages, mais aussi leur identité. Il est en effet symptomatique de notre relation au vent d'observer comment les architectes, les bâtisseurs, les urbanistes et les paysagistes utilisent cette force invisible pour aérer, refroidir, ça on verra ça avec Nasreddin, évaporer, sécher, conserver. Des tours avant aux écoquartiers modernes, comment les hommes exploitent le vent dans leur vie quotidienne. Voilà, et je propose sans plus attendre de donner la parole à notre première intervenante, donc à tout seigneur, tout honneur, Madame Salma Koudmi. Et je suis très, très heureux de vous avoir ce matin tous réunis et je vous remercie de votre présence. Salma, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, j'essaye de partager mon écran. Vous me dites si vous voyez. Ça fonctionne. Je mets peut-être en plein écran. Tout va bien? Vous voyez tout l'écran? Ouais, voilà, là c'est bien. Ok, peut-être j'enlève ça. Ok, super. Bon, alors, je me représente, Salma Koudmi. Donc, je travaille au sein de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Donc, le vent, c'est vraiment une thématique qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui et de plus en plus. On est à Marseille, dans une ville où le vent a une grande place, voire même une part mythique à Marseille en Provence. Et du coup, nous, on travaille au quotidien avec cette question-là dans le développement des quartiers que l'on aménage et puis on souhaite l'intégrer de plus en plus. Donc, je vais d'abord commencer par présenter l'établissement public. Alors, Euroméditerranée, c'est un EPA qui existe depuis 1995. Donc, en tout, on est sur un périmètre de 480 hectares, dont 310 hectares ont été lancés en 95 et puis en 2007, il y a eu une extension de 169. Alors, on conçoit ici, on voit un petit peu le périmètre sur lequel on intervient. Donc, ça s'étend. Ici, on a le vieux port de Marseille. Donc, c'est vraiment un périmètre assez vaste qui s'étend depuis le nord du port jusqu'au nord de la ville, le long du port de Marseille. Voilà. Le vent, alors le Mistral, c'est quelque chose qui caractérise vraiment Marseille. Et puis, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs jours de vent dans l'année, voire des jours de très fort vent, comme on le voit ici sur ces indicateurs. Alors, le déroulé de la présentation, pour que ça soit plus clair, donc on va commencer d'abord par présenter un petit peu comment on conçoit cette question du vent aujourd'hui sur notre périmètre, donc les actions concrètes qu'on mène aujourd'hui au sein d'Euroméditerranée. Et puis ensuite, plutôt des pistes de réflexion, des hypothèses sur lesquelles on s'interroge aujourd'hui et qu'on questionne, qu'on voudrait mener peut-être un peu plus dans le cadre de notre travail. Alors,
Tout d'abord, le vent de l'échelle dans la conception, dans la composition urbaine, on va parler un peu de l'échelle du quartier jusqu'à celle du bâtiment. Donc, ici, quelques schémas qui représentent un petit peu notre réflexion, comment on intègre cette question du vent. Donc, on a des exemples de périmètres opérationnels qui se situent dans le cadre d'Euroméditerranée, dans sa première phase et dans sa seconde phase. Donc, on voit ici, par exemple, sur ce secteur opérationnel qui s'appelle le parc habité. C'est un quartier qui a été conçu dans la première phase d'Euroméditerranée. À travers donc, une typologie urbaine qui est celle de l'îlot ouvert, pardon. On a traité ce mouvement du vent en fait, de manière un peu à atténuer, à briser sa vitesse, à l'atténuer, tout en favorisant un peu le rafraîchissement des cœurs d'îlots. On a aussi une part importante de la végétation, donc comment intégrer les filtres végétaux de manière à atténuer le passage du vent tout en favorisant son rafraîchissement. Et puis, sur l'image de droite, un autre exemple, donc plutôt sur la partie nord du périmètre. Donc voilà, on a donc cette prise en compte des vents dominants du nord-ouest, donc le Mistral, et donc une morphologie urbaine à l'échelle du quartier qui a été pensée de manière à atténuer, à atténuer un peu le passage du vent, tout en favorisant le rafraîchissement, mais en prenant aussi en compte d'autres types de vents, comme les brises marines, quand on a un filtre au sein du quartier. Alors ensuite, il y a des études plus localisées qu'on mène à l'échelle des îlots pour vraiment adapter la morphologie des constructions par rapport à cette exposition au vent. Donc, on vient un peu faire des simulations qui permettent de mesurer le plus justement possible quelle forme morphologique, quelle forme urbaine serait la plus adaptée au vent selon la situation du projet. Et puis aussi, comment on dessine ces filtres végétalisés de manière à atténuer ces passages de vent. Donc voilà, après, il faut dire aussi, donc là, je le note un peu en petite remarque, une simulation aussi précise et aussi précise qu'elle soit, il y a toujours une marge de décalage possible, des écarts possibles entre la simulation, la projection que l'on fait et au final la réalité. Donc, Salma, oui. Salma, pardonne-moi de t'interrompre. Quand tu dis justement qu'il y a cette dichotomie entre la projection et la réalité, est-ce que ça, c'est le fruit de l'expérience ou est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Il y a certains projets où on constate que malgré des études qui ont été menées qui sont très poussées, dans la réalité, en fait, il y a quand même un impact du vent, notamment la perception du piéton aux abords de ces quartiers-là qui reste quand même assez importante. Sachant que ces simulations-là qu'on voit, c'est vraiment surtout le confort du piéton. Donc voilà, des fois, il y a quand même certains écarts. Alors, ça, c'est des schémas que j'ai repris, c'est des documents que j'ai repris qui sont assez intéressants, qui montrent comment, et c'est des choses qu'on fait, nous aussi, au fur et à mesure, à l'échelle des îlots et des bâtiments, comment on arrive à façonner un petit peu les bâtiments de par leur implantation, leur forme, leur hauteur, les porosités qu'on crée de manière à gérer cette question de l'exposition au vent fort, tout en permettant cette régulation du rapport au vent. Ensuite aussi par rapport à la végétation, pareil, comment on arrive à travers la mise l'emplacement, cette conception du végétal à atténuer ce rapport au vent. Après, plus à l'échelle du bâtiment, on a aussi du bâtiment et de l'habitat, on a aussi une réflexion qu'on développe, notamment à travers des prescriptions qu'on mène aujourd'hui dans le cadre des projets et qu'on souhaite appliquer. Et donc, on en a parlé dans le cadre des webinaires précédents, mais il y a cet outil qui est le référentiel, la charte qualité d'Euroméditerranée qui vise justement à décliner ces objectifs, à les faire appliquer dans le cadre de toutes les opérations. Et donc, à travers ça, on cherche notamment à favoriser cette circulation de l'air. Donc, le vent et l'air, comment utiliser cette ressource pour justement
favoriser le rafraîchissement des intérieurs, donc à travers notamment le développement des logements traversants, des épaisseurs de bâtiments qui sont limitées, donc pas trop profondes, de manière à permettre une circulation, l'optimisation du flux d'air, de son passage de façade en façade, et puis aussi la hauteur sous plafond, qu'on cherche de manière très mesurée à agrandir. Alors aujourd'hui, on sait que c'est un peu difficile en termes de faisabilité de dépasser les 2,50 m, mais on cherche dans le cadre de certaines opérations, notamment dans le cadre des opérations de tertiaire, mais aussi des opérations potentiellement réversibles, à agrandir, à aller vers une hauteur sous plafond qui soit plus importante, sachant qu'on sait aujourd'hui qu'une hauteur sous plafond plus importante apporte une meilleure ventilation des intérieurs. Donc ici, c'est des prescriptions qu'on voit aujourd'hui un peu concrètes qui visent à atteindre ces objectifs. Donc par exemple, les 80% de bioorientés ou traversants dans le cadre des opérations aujourd'hui qui appliquent le référentiel Euroméditerranée. Alors, donc ça, c'est un peu des réflexions qui s'intéressent à cette question du vent et de la circulation de l'air, mais on constate quand même globalement que c'est des approches qui se concentrent surtout à se protéger du vent plutôt qu'à en tirer profit. Donc nous, notre questionnement principal aujourd'hui, et j'en parlais au début en introduction, enfin, les hypothèses et les pistes de recherche et de réflexion, c'est vraiment de transformer cette question du vent plus comme plus comme un atout, comme une plus-value du territoire et pas seulement comme une contrainte. Donc, on cherche à développer la question des usages, du confort à travers cette interaction avec le vent, mais aussi à en faire peut-être une identité géographique, une identité du site de Marseille et du territoire. Parce c'est quelque chose qui caractérise Marseille dans sa culture, dans sa littérature, sa musique, etc. Donc c'est vraiment un élément fort et qui pourrait aussi caractériser sa culture urbaine, son paysage urbain. Il y a aussi un rapport donc aux usages, mais aussi au jeu. Le vent qui génère des mouvements, des sons. Donc comment ça peut devenir vraiment quelque chose dans le cadre des espaces publics. Ça peut générer des espaces ludiques pour les enfants, quelque chose qui tout d'un coup fait prendre conscience de cet élément naturel qu'est le vent. Comme on a conscience du soleil, on prend conscience de cet élément immatériel. En fait, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge et on voit que c'est parce que le vent, il passe par là. Il y a deux axes principaux. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment comment réussir à mieux canaliser le vent pour rafraîchir les bâtiments dans le contexte marseillais, dans un climat qui s'avérera de plus en plus chaud. Et puis, d'autre part, comment faire du vent un symbole d'identité urbaine et quelque chose qui oriente, qui situe dans l'espace public, l'espace urbain. Donc, on a pris quelques exemples qui, pour nous, sont inspirants et qui sont aussi un peu... qui évoquent un petit peu des pistes qui nous animent aujourd'hui et qu'on voudrait potentiellement développer. Donc ici, c'est par rapport à la canalisation du vent, des exemples de murs ventilés, de cheminées à vent qui canalisent et qui permettent d'optimiser ce passage de l'air qui ventile, qui rafraîchit. Donc, je pense que les autres présentateurs auront beaucoup de choses à dire sur ces dispositifs. Ensuite, il y a aussi la question de la disposition des ouvertures. Donc, c'est vraiment des réflexions qu'on ne mène pas assez aujourd'hui, mais qui pourraient vraiment, de manière assez fine, assez subtile, changer la donne sur notre confort intérieur. Ici, c'est notamment dans les espaces qui ne sont pas traversants, donc des espaces qui sont mono-exposés, donc sur une même façade ou sur deux façades attenantes, comment arriver à optimiser ce passage de l'air de manière à avoir un intérieur ventilé. Donc, c'est vraiment des questions qui nous semblent assez intéressantes. Pareil sur le traitement des menuiseries, donc la hauteur des fenêtres, le décalage de hauteur qui en s'est fait un appel d'air et qui permet de ventiler plus facilement les intérieurs. Une hauteur de fenêtre plus importante qui, pareil, optimise cette question de la ventilation. Donc, plein de dispositifs, en fait, qui vont de l'échelle de la construction d'un bâtiment à celle d'une fenêtre, en fait, et qui peuvent apporter une plus-value par rapport à cette question
de l'optimisation de cette présence du vent. Voilà. Alors ensuite, plus à échelle urbaine, comment matérialiser matérialiser le vent dans l'espace public. Donc ici, on a pris des références de sculptures qui sont très belles. C'est des sculptures aux Canaries qui bougent en fonction du vent. Donc on a vraiment une colorimétrie et un mouvement qui varie en fonction de l'orientation du vent et tout d'un coup qui, euh, qui laisse qui fait comprendre qu'il y a un vent plus fort aujourd'hui, qui est orienté différemment qu'hier, etc., etc. Pareil, ici, c'est plutôt une, une mise en scène en France, à Lyon, donc avec voilà, un espace assez ludique qui donne à comprendre qu'il y a un vent qui passe dans tel sens. Et puis aussi, plus lié aux usages, donc c'est encore plus pertinent pour nous quand ça associe vraiment à cette question des usages. Donc, du mobilier urbain c'est un abri brise-vent, un abri-vent qui est rotatif et dans un milieu très exposé qui permet de s'abriter selon le jour, selon l'orientation du vent, de s'abriter et de se protéger, de toujours être assis confortablement. Donc, c'est vraiment quelque chose à Marseille qui pourrait vraiment être bénéfique parce qu'on a voilà, tout ce genre de dispositifs comme les abris bus, les bancs publics, les abris de jeux, plein de choses qui peuvent être pensées de cette manière, adaptées au vent. Donc voilà, pour finir, là, c'est juste une petite synthèse de tous ces questionnements qu'on vient d'évoquer. Donc globalement, voilà, comment penser des dispositifs architecturaux et urbains qui permettent de mieux canaliser le vent, notamment pour leur rafraîchissement, surtout pour leur rafraîchissement, dans des régions où l'été est de plus en plus rude. Donc ces dispositifs architecturaux qui vont jusqu'au notamment cette question de l'ouverture de la menuiserie qui est là j'en fais un point, un axe en soi parce que c'est vraiment un dispositif assez simple qui peut changer les choses, qui peut participer en fait au confort. Et puis les derniers points qu'on a vus sur ce vent comme symbole d'identité urbaine, comme quelque chose qui ponctue le cheminement du piéton et qui révèle la présence du vent et son importance dans une ville comme Marseille. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Je suis sûre qu'il y aura plein d'éléments intéressants et de réponses en partie à ces questionnements que l'on se pose. Merci beaucoup, Salma. Alors, oui, effectivement, je pense que nos orateurs, enfin les orateurs qui vont suivre, auront des questions, pardon, des réponses. Et ce que je trouve intéressant, justement, avant de donner la parole à Mathieu Lucas, c'est justement cette problématique de l'identité urbaine, parce que en fait, Mathieu va nous expliquer, mais je ne veux pas non plus déflorer son sujet, comment le vent est depuis l'Antiquité un symbole de l'identité urbaine. Et que finalement, avec les âges, petit à petit, on a perdu cette identité. Et comment faire pour la retrouver? Et ça, c'est un vrai dialogue, en fait, entre architectes, urbanistes, paysagistes, etc. Donc ça, ce sera pour la partie de Mathieu, qui va suivre juste à l'instant. Et puis, justement, sur cette capacité du vent. Alors là, on sera plutôt, effectivement, sur la forme urbaine, sur la donnée, je dirais, globale, et sur, alors peut-être pas le micro, mais au moins l'architectural, et tout ce qui a trait à l'aération, la ventilation, etc., ce sera plutôt, je dirais, la partie de Nasreddine. Mais avant de passer à Nasreddine, je voudrais donner la parole à Mathieu, donc Mathieu Lucas, du studio Mathieu Lucas, et urbaniste et paysagiste. Et je pense que l'association des deux savoir-faire n'est pas neutre, et Mathieu va nous expliquer pourquoi. C'est à vous, Mathieu. Merci beaucoup Pierre pour cette belle invitation. Vous voyez mon écran, vous m'entendez bien? C'est bon, tout fonctionne Oui. très bien. Alors en 2 mots, moi je suis architecte de formation et puis j'ai migré vers le paysage. Et sur cette thématique du vent, je souhaitais partager avec vous une part de mes recherches effectuées à la Villa Médicis à Rome, où je pars en résidence en essayant de parler de paysage uniquement à partir de dynamiques, de flux, d'invisibles. Et à Rome, je découvre ce conte qui dit que l'homme a arrêté le vent, qu'un seul bâtiment, donc ce bâtiment que vous voyez, le Corps Vialet, une barre de 1 kilomètre de long, aurait réussi à stopper la brise de mer, le Ponentino,
Ponentino, c'est un vent par l'identité, c'est un vent caractéristique à Rome. C'est pour ça que les palais sont sur les hauteurs, qu'on trouve des terrasses, des tourelles. C'est pour attraper ce vent du soir, hein, ce vent la Dolce Vita, qui à 17 h rafraîchit la ville. Et ce vent a arrêté de souffler dans Rome. Alors, vous voyez Rome au centre, la mer à l'ouest, les collines, les Colli Albani à l'est, et le bâtiment tout seul n'a pas arrêté le vent, mais effectivement, l'urbanisation croissante entre la mer et le centre-ville a créé un dôme de chaleur, ce qui fait que ce vent n'arrive plus à perforer, à arriver au centre de Rome. Et donc, je suis parti à explorer la périphérie romaine à la recherche de ce vent disparu. Et on l'évoquait, les hommes, et surtout dans la Méditerranée, ont toujours vécu de façon empirique avec les vents. Sur le Parthénon à Athènes, on trouve cette tour des vents, donc un octogone, 8 côtés, qui correspondent aux 8 directions des vents dominants, où chaque vent est associé à une divinité qui a une personnalité en fonction de ses attributs, sa violence, sa douceur, son caractère positif ou négatif sur les habitants. Et puis Vitruve, architecte romain, nous dit aussi également comment orienter la grille urbaine, la trame urbaine, pour autoriser certains vents bénéfiques au cœur de la ville et puis refuser d'autres, les vents d'hiver notamment, qui pour eux apportaient maladie, et les vents noirs et les vents blancs. Et donc aujourd'hui, comment on se réapproprie cette question en partant de nos tours à vent, la mesure constante des données climatiques par les scientifiques. Et donc pour parler de ce Ponentino, cette brise de mer, je suis allé les voir. Ils m'ont confirmé que le vent avait des difficultés à rentrer au cœur de Rome. Et on peut suivre sa respiration journalière, hein, l'inspiration des vents frais de la mer pendant la journée, puis l'expiration le soir, presque heure par heure sur le territoire. Donc là, il est 11 heures, le centre de Rome est ici. Ou à 11 heures, les terres commencent à se réchauffer et il n'y a quasiment pas de mouvement sur la côte. Tandis qu'à 14h30, le mouvement est enclenché. Les terres chaudes aspirent l'air frais de la mer. Et vous voyez en gris ce front d'air chaud colossal produit par l'urbanisation, par la pollution, par le trafic, qui crée un dôme de chaleur sur la ville et qui empêche le Ponentino de rafraîchir la ville. Et puis à 17 h, le mouvement est enclenché, le Ponentino n'est pas passé dans le centre, mais a réussi à dépasser le dôme de chaleur, arrive sur les Colli Albani, et puis le soir, les températures vont s'inverser, les terres vont se refroidir, et la respiration va s'inverser, et le vent va retourner vers la mer qui est plus chaude que les terres. Donc comment, une fois qu'on a compris où passe le Ponentino, comment est-ce qu'on arrive à relire les grandes structures géographiques de la métropole en essayant d'imaginer de façon empirique, hein, c'est une invitation à d'autres dialogues, d'autres narrations avec les vents. Donc vous avez la mer à l'ouest, les Colli Albani à l'est, et à 11h30, midi, le vent va commencer à arriver sur les grandes plaines agricoles de l'estuaire du Tibre. On sait que les vents accélèrent sur les espaces ouverts. On sait également que l'irrigation, quand elle est active, produit des effets de rafraîchissement à plus de 50 km. Donc, comment est-ce qu'on repense les zones agricoles, l'irrigation, les canaux, pour pouvoir rafraîchir davantage le centre-ville? Et puis le vent va s'engouffrer sur le Tibre. Les rivières, les fleuves sont toujours des canaux à vent très très fort, capables de modifier les flux, hein, et notamment en Méditerranée, pour contrer les crues hivernales, les rivières sont souvent murées et le Tibre est un long mur. Donc comment est-ce qu'on repense la totalité des berges pour marier le fleuve d'eau et le fleuve d'air pour réimaginer un grand delta aérien capable de rafraîchir le centre de Rome? À midi, le vent va également être confronté à une grande forêt maritime, hein, cette grande forêt de pins caractéristique du littoral d'Ostie. On sait que les forêts rafraîchissent les vents, que quand le vent tente de perforer la forêt, les couches d'air se mélangent, que les vents se rafraîchissent. Donc, comment est-ce qu'on peut repenser l'épaisseur de ces forêts côtières, leur nature, pour pouvoir amplifier l'effet de rafraîchissement jusqu'au centre-ville de Rome? Vers 13 h, 14 h, le vent va aussi rencontrer tout un système de collines, de petites collines et de sillons à l'est de Rome. Alors, ces collines, couplé à l'urbanisation, c'est un obstacle pour le vent, mais c'est aussi une série de sillons où le vent va être canalisé, donc sa puissance va être renforcée. Comment est-ce que là, on peut imaginer d'autres
forme de mariage entre la topographie, l'urbanisation, ces sillons, pour pouvoir canaliser de nouveau, accélérer ces vents vers le centre de Rome. La Via Appia Antica, qui est ce grand corridor vert au cœur de Rome, hein, qui a joue un rôle de refuge, où tout d'un coup le Ponentino va être moins porté par ce dôme de chaleur, va redescendre sur la ville. Comment consolider ce rôle de refuge au cœur de la ville? Et puis, à l'est, cette grande plaine plane qui est un espèce de puzzle de campus, de zones pavillonnaires, un grand puzzle urbain. Comment est-ce qu'on pourrait remailler, retravailler toute cette zone en partant du vide, en partant des effets d'accélération sur les espaces ouverts et de ralentissement sur les espaces urbanisés pour produire d'autres structures sur cette grande plaine à l'est de Rome. Et le vent, enfin, une fois qu'il a dépassé le cœur de Rome, va atterrir dans deux autres géomorphologies ou deux autres territoires, la Niène et ses affluents, une des rivières affluents du Tibre, et puis les territoires agricoles au nord de Rome, où c'est moins des questions d'urbanisation que des rôles de refuge, où ce sont encore les espaces où le vent se fait sentir après 18 heures, et comment imaginer d'autres usages estivaux, comment y pérenniser la place de l'agriculture. Euh, et puis le soir, il arrive sur les collines. Et donc, ça, c'est une image de ce grand, le GRA, donc c'est le grand périphérique romain. Ce qui est important avec le vent, c'est que tout d'un coup, on n'a plus une vision de la ville comme avec un centre et des périphéries. On n'a plus de vision de la ville où on aurait des espaces urbanisés, des espaces naturels. Tout se raconte pour produire d'autres armatures. On n'a plus le gris, le vert. Et en suivant cette brise un peu fragile, de nouvelles narrations sont possibles entre la géographie, l'architecture, le paysage, à partir du flux. Et combien de temps il me reste? Du temps encore? Enfin, on est sous le charme là. Vraiment, franchement, Mathieu, vous avez, enfin, je sais pas si vous envisagez une carrière de conteur, mais là, waouh, allez-y. Et voilà, Rome qui n'était qu'une invitation une recherche empirique. Cette recherche s'accompagne aussi de vidéos, d'écrits. Je pourrais donner le lien de la vidéo où on a traversé ce territoire en drone à la vitesse du vent pour ne parler que de texture, d'humidité, d'échange, de minéralité, de végétation. Cette première invitation à travailler avec le vent, elle devient maintenant opérationnelle et j'essaye de travailler avec ça dans chaque projet. Et on continue à le faire à Annecy, par exemple, dans le cadre d'un dialogue compétitif, où c'est pareil, on va partir des dynamiques, des flux qui nous semblent fragiles pour essayer de produire d'autres formes urbaines. Annecy, c'est une rencontre franche entre deux systèmes géomorphologiques, les collines jurassiens à l'ouest et les contreforts alpins. Et cette rencontre franche, elle produit des dynamiques climatiques précises. On a les grands vents, c'est le même système. L'air chaud attire toujours l'air froid. Donc, on a des grands vents de vallée, hein, quand les vents froids des Alpes prennent tout l'arc périalpin, depuis Genève vers Grenoble et la vallée du Rhône. Et puis, des systèmes plus localisés, comme la mer à Rome, donc avec le lac qui produit cette respiration journalière d'inspiration et d'expiration et des brises de pente. Et on travaille dans toutes les géographies de la ville, à partir d'une lecture de toutes les géomorphologies de la ville, pour essayer d'imaginer de nouvelles interactions ou retrouver, marier ombre, humidité, fraîcheur et vitesse du vent. Et on sait que Annecy, hein, comme toutes les villes de l'arc alpin, sera soumise, et on le sent déjà, à une augmentation de plus de 3 degrés d'ici à 2050 et serait soumise aux îlots de chaleur. Et je vais vous montrer deux exemples. Par exemple, comment on réaménage le front de lac à Annecy pour profiter de cette inspiration quotidienne. Comment est-ce qu'on peut... Le confort urbain, c'est ombre, humidité, vitesse du vent. Donc, comment est-ce qu'on peut renforcer une ceinture de parc au bord de l'eau pour pouvoir profiter de cette brise qui arrive et comment on peut démultiplier les possibilités d'accès à l'eau vive sur le lac pour profiter de ce refuge en soirée. Comment est-ce qu'on travaille avec le tissu urbain pour travailler des perforantes, hein, Annecy est marqué dans cette grande plaine par des grandes perforantes nord-sud. Comment on travaille, c'est la porosité de ces perforantes pour autoriser la brise de lac à rafraîchir le centre-ville. Et puis, donc voilà, ce que peut devenir le front de lac d'Annecy, un espace beaucoup plus ombragé, ouvert au vent, et un espace où on profite de l'eau vive et de cette brise de lac. Et puis tout autour, on peut retravailler la périphérie agricole. Et quand on travaille avec les vents, ce qui me semble très intéressant, c'est que tout d'un coup, on se rend compte qu'un champ
notamment quand la végétation est haute, a des effets sur les températures sur plus d'1 kilomètre sur sa périphérie. Donc tout d'un coup, les espaces agricoles en frange de la métropole ne sont plus le derrière, le devers de la métropole, mais les garants du climat métropolitain. C'est aussi préserver ces espaces vides qui sont les garants de la circulation de ces brises de vallée jusqu'au cœur de ville. On peut travailler avec les épaisseurs le long des voies d'eau pour canaliser vers le centre-ville. On peut travailler avec les forêts au sommet des plateaux parce qu'on sait qu'elles protègent la ville des vents froids hivernaux. Et puis, on peut travailler avec tout ce réseau, ce linéaire fragile de lisières, de bosquets, pour favoriser les microclimats locaux et anticiper les évolutions agricoles de ces territoires. Et une image un peu rapide de ce que peut devenir toute cette couronne agricole à partir de ce maillage fin orienté par les vents. Et donc, 2 exemples, hein. On a poussé un peu comme ça toutes les morphologies de la ville, mais tout d'un coup, une nouvelle armature pour Annecy se dessine, un grand fond de lac renouvelé, ces perforantes nord-sud pour essayer de tenter d'associer les brises de plaine et les brises de lac, une ceinture de parcs pour associer l'ensemble du réseau hydrographique à un système de parcs, toujours pour marier ombre, fraîcheur, humidité et vitesse de vent, et puis cette grande couronne agricole renforcée, remaillée, tenue, pour offrir à la ville une nouvelle armature, voilà, à partir de cette lecture fragile des brises de pente et de vallée et de lacs. Fini? Oui. Waouh, beau voyage que vous nous avez offert, Mathieu, c'est magnifique. Donc, ce que je retiens, alors je le dirais beaucoup moins bien que vous, hein, parce que vous avez un vocabulaire et un phrasé tout à fait extraordinaire. Donc, on a des éléments qui favorisent justement le rafraîchissement urbain, ou on dira plutôt le confort urbain, mais ce n'est pas immédiatement, comment dirais-je, immédiatement positionné en ville, en centre urbain. C'est-à-dire qu'en fait, toute la périphérie prend son importance. On l'a bien vu avec l'exemple de Rome, mais aussi avec l'exemple d'Annecy. Oui. Et pour synthétiser, donc on a des éléments naturels tels que les rivières et les forêts qui rafraîchissent, les collines qui peuvent accélérer la force du vent, et puis les territoires agricoles justement qui permettent justement cette respiration globale et cette aération. Je Donc crois ce que qui c'est ça signifie… la… Pardon. Oui. Non, non, allez-y, allez-y. Non, je crois que c'est ça la plus belle leçon du vent, c'est que les territoires deviennent solidaires, c'est-à-dire que notre ressenti à un moment donné dans la ville ne dépend pas seulement du microclimat autour de nous, mais dépend de l'aménagement à 50 kilomètres au-delà. Voilà. Et du coup, c'est une invitation à inventer de nouveaux dialogues dans le sens du vent et oui, à dépasser les logiques d'aménagement traditionnelles. Les territoires deviennent solidaires, inviter de nouveaux dialogues. Voilà, c'est… chapeau bas. Donc, non, et ça, c'est ça que je voulais que vous nous disiez, c'est effectivement que, en fait, la conception urbaine, elle n'est pas que urbaine finalement, elle est vraiment beaucoup plus élargie. Et là, c'est un véritable apprentissage, et cet apprentissage-là, il est fondamental. Donc, les urbanistes ou les aménageurs peuvent, enfin, ou devraient prendre en compte ce sujet-là. La question, c'est effectivement comment gérer dans le concret toute cette, comment je pourrais dire, toute cette appropriation. C'est là où il y a, je dirais, cette solidarité entre les territoires et entre les gens qui représentent les territoires qui devient très important. Je retiens aussi de ce que vous avez dit que le confort urbain, c'est la chimie entre l'ombre, l'humidité et la vitesse du vent. Donc, l'ombre, c'est-à-dire que le soleil, on s'en fait un allié, certes, pour réchauffer, mais il faut aussi savoir s'en protéger. L'humidité, on l'a dit, et c'est vraiment très important, c'est-à-dire que quand on a, et de plus en plus souvent, on se rend compte qu'on avait des fleuves ou des rivières qui traversaient la ville, pour raison de crue ou pour gagner de la place, parce que souvent, enfin, je pense, j'ai un exemple en tête en Bretagne, on a mis un couvercle sur la rivière et on a fait un parking. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait sauter le couvercle parce qu'on s'est rendu compte justement que de toute façon, c'était totalement, comment dirais-je, enfin, totalement inutile et que ce n'est pas ça qui allait canaliser la rivière, justement. Arrête, Voilà. Et puis, la vitesse du vent, comme vous l'avez dit. Donc là, et ça, c'est pour répondre à Salma, être en mesure justement de faire du vent son allié. Et pour finir, à l'arrivée, j'aime vraiment beaucoup votre explication,
on se rend bien compte que finalement, la ville, même parfois malgré elle, elle reçoit une identité à travers cette, comment dirais-je, cette solidarité de territoire et cette présence invisible, mais vraiment confirmée du vent. Voilà, merci beaucoup. Enfin, encore une fois, c'est un très, très beau voyage que vous avez fait faire. Je suis très content que ce soit enregistré parce que comme ça, on pourra se le réécouter pour, peut-être pas pour s'endormir, mais pour se permettre de s'évader quand on est au travail. Tac, on clique sur le lien Mathieu Lucas. Et, ah, c'est beau ce qu'il raconte. Non, mais c'est vrai, Mathieu, c'est pas pour me moquer de vous. Hein, c'est très, très beau, hein, franchement. Merci Voilà. beaucoup. Alors, Nasreddine, alors là, pour le coup, le niveau est élevé. Ça va être dur, mais je sais que vous… Alors, Nasreddine est un scientifique professionnel, hein, professionnel et scientifique, parce qu'il a les deux casquettes. Alors, peut-être pas simultanément, mais je crois que de toute façon, il a surtout pas lâché le travail avec le laboratoire Energarid. Donc, Energarid, c'est comment gérer les énergies en territoire aride. Et la question, c'est justement parce que Nasreddine vit et travaille à Béchar. Et donc, Béchar, en fait, c'est une ville qui est, je vais vous laisser décrire, mais qui est vraiment très enfoncée sur le territoire algérien et qui a donc un climat aride, voire semi-aride. C'est à vous, Nasreddine. Donc, bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui en parlant d'un élément très important dans l'architecture bioclimatique, comme il était auparavant dans l'architecture vernaculaire et traditionnelle. Donc, c'est le vent. Donc, permettez-moi aujourd'hui de parler au niveau ou à l'échelle du bâtiment. Donc, je vais partager la présentation. Donc, tout d'abord, permettez-moi de présenter le laboratoire Energarid. Donc, je suis maître assistant et chercheur au niveau du laboratoire Energarid. Donc, c'est énergétique dans les zones arides. Donc, on travaille généralement sur l'amélioration du confort thermique dans les régions arides en utilisant des techniques renouvelables, passives, sans utilisation ou sans consommation d'énergie. Donc, nous allons commencer par une toute petite introduction. Donc, la ventilation naturelle. Donc, c'est une technique qui nous assure le confort thermique d'une façon passive, renouvelable et écologique en utilisant deux mécanismes. Donc, en présence du vent par les gradients de pression et en absence du vent par les gradients de température. Donc, où 76% des forces motrices sont les gradients de pression. Donc, pour les gradients de pression, la delta P ou la différence de pression se crée lorsque le vent rencontre une structure. Donc, il se crée une zone de surpression en amont et une dépression en aval. Donc, plus on augmente la delta P, plus on aura de ventilation naturelle. Donc, pour les gradients de température, on les appelle souvent le tirage thermique. Donc, la différence entre la température de l'air qui se trouve dans la partie la plus basse, qui serait froid, et dans la partie la plus haute, qui serait un peu chaud. Donc, la différence de température, elle nous crée un écoulement de l'air, donc qui s'appelle le tirage thermique. Nasreddine, Nasreddine, pardonnez-moi de vous interrompre. Il faut que vous circuliez sur votre PowerPoint parce que là, tout le monde est bloqué. Enfin, vous êtes bloqué sur le premier slide. Donc, c'est sur les gradients de température et gradients de pression. Voilà. Un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessus. Voilà, gradient de pression. Et remontrez le précédent, le gradient de température, s'il vous plaît. Donc, c'est la deuxième slide. Donc, les gradients de température, donc la différence de température entre l'air qui se trouve dans les parties les plus bas et la partie la plus haute. Donc, il se crée un tirage thermique. Donc, la différence de température, c'est le mécanisme ou la force qui génère l'écoulement de l'air à l'intérieur des structures. Donc, pour les techniques renouvelables… Et le gradient de pression, juste un petit retour sur le gradient de pression, s'il vous plaît. Le gradient de pression, donc, il se crée par le passage de l'air en rencontrant une structure, comme un bâtiment, par exemple. Donc, il se crée une zone de surpression en amont et une zone de dépression en aval. Donc, en présence des ouvertures, donc la delta P sera donc la force motrice de l'écoulement de l'air à l'intérieur des structures. Donc, les recherches ont démontré que 76% des forces motrices sont les gradients de pression.
OK? Donc, nous allons commencer par les techniques renouvelables que nous avons utilisées numériquement en expérimental. Donc, nous allons commencer par la première technique, c'est la tour avant, et en anglais, elle s'appelle wind catcher. Donc, c'est un élément architectural qui définit la région du Moyen-Orient et beaucoup plus l'Iran et les pays de Golfe. Donc, vous voyez dans le slide, donc vous voyez des photos dans la partie vernaculaire et traditionnelle et même dans la partie moderne. Donc, il existe plusieurs types de tours avant, donc à monoface, à double face, à plusieurs faces, circulaire et triangulaire, ça dépend. Donc, selon la configuration, selon la région où se trouve la technique du tour avant. Donc, pour les modèles étudiés, donc nous avons étudié plusieurs modèles afin d'augmenter la delta P entre l'amont et l'aval de la structure. Donc, pour la première partie, donc la delta P au niveau macro, donc nous avons essayé d'augmenter la delta P et vous connaissez tous, donc au niveau de l'Algérie et de la zone de Béchar en particulier, donc nous avons une moyenne de vitesse du vent, donc c'est à l'ordre de 4 jusqu'à 4,5 mètres par seconde. Donc, pour les modèles, donc nous avons arrivé à créer une delta P pour le premier modèle à l'ordre de 20 pascal, pour le deuxième modèle à 21,5 pascal, pour le troisième modèle, c'est les tours avant modernes, où ils s'installent dans le milieu de la structure, donc au niveau du milieu de la structure. Donc, c'était 18 pascal. Et pour le quatrième modèle que nous avons proposé, donc c'est un modèle proposé par le laboratoire, donc nous avons arrivé à créer un 21 pascal. Donc, la deuxième partie, donc nous allons parler sur l'écoulement d'air à l'intérieur de la structure. Donc, l'ensemble tour avant plus bâtiment. Donc, il existe une relation entre la vitesse du vent ou la vitesse du coulement et la réduction en température. Donc, lorsqu'on arrive à 6,5 mètres par seconde, donc on peut diminuer la température de 8 degrés. De plus on augmente la vitesse du vent, plus on aura de rafraîchissement. Donc, pour le premier modèle, donc, permettez-moi tout d'abord de vous dire que la vitesse d'entrée au niveau de la tour, donc c'est 3 mètres par seconde. Donc, pour le premier modèle, nous avons arrivé à diminuer jusqu'à 5 à 6 degrés. Pour le deuxième modèle, c'est 5 à 6. Pour le troisième modèle, qui est les tours avant modernes, donc jusqu'à 3 degrés. Et pour le nouveau modèle, donc nous avons arrivé à une diminution de 7 degrés. Aussi, toujours dans le but d'augmenter la delta P entre l'amont et l'aval de dispositifs de la tour avant, donc nous avons étudié plusieurs modèles, donc la forme circulaire, la forme triangulaire, la forme en U. Donc nous avons remarqué que la performance de la technique donc, a augmenté de 28% pour le modèle où la face au vent donc, prend la forme circulaire de 28% et 16% pour la forme triangulaire. Donc, en partant de tous ces études et de ces résultats, donc nous avons réalisé une tour avant, donc un modèle, pour l'étudier expérimentalement, donc comme vous voyez. Donc pour la deuxième technique, nous allons parler de la cheminée solaire. Attendez. Ouais. Nasreddine, je sais que vous êtes impatient de tout nous montrer, mais je pense qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Donc, Ouais. le Abéchar, territoire aride, semi-aride, en fait, il fait très chaud en été et très chaud dans la journée, et puis très froid en hiver et plus froid dans la journée en été. D'accord. Plus froid la nuit en été. Donc, l'idée, et c'est ça qui est intéressant justement dans votre méthodologie, c'est que vous avez travaillé sur les deux concepts, c'est-à-dire rafraîchir en été et réchauffer en hiver. Exactement, oui. Voilà. Exactement. Donc, tout ce que vous nous avez montré jusqu'à maintenant, autour des tours avant, justement, donc en récupérant, en analysant tout ce qui a été fait justement au moment dans ces territoires du Moyen-Orient, en Iran, etc., les Begdir, hein, les tours avant. Donc, vous l'avez vraiment très, très bien étudié en positionnant, entre autres, la cheminée à différents endroits et on se rend bien compte effectivement que la force du vent ou que la température des courants aériens, elle diminue considérablement. Donc, ça, c'était pour la première partie. Après, donc, on va passer sur la partie réchauffement, c'est-à-dire que là, on est soit la nuit, soit en hiver, avec la cheminée solaire. Ouais.
Allez. Donc, merci, monsieur Pierre. Donc, pour la deuxième partie, donc, nous allons parler un peu sur la cheminée solaire. Donc, c'est une simple technique, un simple tuyau en PVC, la couleur noire, donc avec des dimensions de 1 mètre 30 et une section transversale donc, de 110 mm. Donc, dans le but d'augmenter les gradients de température. Donc, plus la température de l'air qui s'évacue ou qui quitte la structure, plus sa température augmente, plus on aura un tirage thermique, plus l'air frais entre par les parties les plus basses, les ouvertures. Donc aussi, au niveau de l'Algérie, au niveau de Béchar, donc on dispose d'un gisement très important de l'énergie solaire. Donc nous avons essayé de bénéficier de ça. Donc en utilisant une simple structure comme vous voyez dans le slide, donc un simple tuyau en PVC avec des obstacles à l'intérieur pour diminuer la vitesse du vent, donc pour s'assurer que l'air s'expose le maximum aux rayons solaires. Donc c'était ça l'objectif de mettre ces obstacles. Ce sont appelés des chicanes. Donc nous avons arrivé à 7 degrés. Donc 7 degrés entre l'air qui entre par la structure et qui quitte la structure. Donc, nous avons arrivé à 7 degrés au niveau de la cheminée. Donc, c'est une augmentation de la température de l'air qui quitte la structure. Donc, on aura plus d'effet de tirage thermique au niveau du bâtiment. Donc, pour la troisième partie, donc, nous avons bénéficié de l'énergie géothermique. Donc, nous avons réalisé ce qu'on appelle un échangeur de chaleur air-sol. Donc, vous voyez, c'est la partie expérimentale réalisation. Donc, nous avons étudié pour cette technique 4 modèles. Donc, le premier modèle, c'est un échangeur de chaleur air-sol sans protection solaire. C'est le modèle le plus simple, avec des protections thermiques au niveau des parties exposées à l'extérieur. Et pour l'entrée d'air, donc, c'est orienté vers le sens des vents dominants. Donc, au niveau de Béchar, donc, c'est le sud-ouest. Donc, l'entrée d'air, c'est orienté vers le sud-ouest. Donc, nous avons trouvé que le dispositif échangeur de chaleur air-sol nous donne 2 modes. Lorsque la température extérieure donc, serait, elle est donc un peu, comment dirais-je, à l'ordre de 5 degrés, 3 degrés dans la partie hivernale. Donc, il se crée un préchauffage et on arrive jusqu'à 9,96, on gagne en température jusqu'à 9,96. Et lorsque la température extérieure augmente, le dispositif qui s'appelle l'échangeur air-sol, donc il passe à un mode de refroidissement et on gagne une diminution jusqu'à 11,9 degrés C. Donc il travaille dans la même journée en mode de chauffage et en mode de refroidissement selon, donc la référence, c'est la température extérieure, la température de l'air extérieur. Donc, pour le deuxième modèle, donc c'est l'échangeur. Donc, nous avons installé des protections solaires dans la partie supérieure. Et donc, en mode de chauffage, on arrive à 9 degrés. Dans donc, toujours dans la partie hivernale de l'année. Et en mode de refroidissement jusqu'à 12,46. La troisième partie, donc nous avons intégré, comme vous voyez dans le slide, donc nous avons intégré un effet cheminée solaire au niveau de la sortie de l'air qui sera connecté avec le bâtiment ou l'habitat. Donc, vous voyez donc la partie ici. Donc, nous avons intégré un effet cheminée solaire. Donc, nous avons arrivé en mode de chauffage. Donc, nous avons gagné de plus de 2 degrés à la sortie du dispositif. Donc, on arrive en mode de chauffage à 11,04 degrés et en mode de refroidissement, 11 degrés. Dans la partie finale, donc, nous avons étudié le dispositif en utilisant un ventilateur. Donc, tous les modèles que nous avons étudiés, c'était des modèles sans consommation d'énergie. La dernière partie, donc, nous avons intégré un petit ventilateur de 33 watts. C'est pas
c'est pas grand-chose, donc c'est un petit ventilateur. Donc, nous avons arrivé en mode de chauffage dans la période hivernale jusqu'à 13,36 degrés, avec un régime stable par rapport aux autres modèles utilisés. Et en mode de refroidissement, donc on arrive à 6 degrés. Pour la dernière partie, donc nous avons combiné tous ces éléments renouvelables dans la même structure. Donc, comme vous voyez dans le slide, donc vous voyez la tour avant, la cheminée solaire et l'échangeur air-sol dans la même structure à ventiler. Donc, c'est quelques démonstrations donc vous voyez la tour avant, la cheminée solaire installée dans la partie supérieure et l'échangeur avec l'entrée et sa sortie, et l'entrée connectée au bâtiment. Donc, le confort thermique, selon les normes HRA 55-2017 et EN 15-251, donc le confort thermique sans utilisation des 3 techniques renouvelables, c'était à 18%. Donc, en utilisant les 3 techniques, les 3 simples techniques, donc nous avons arrivé à 50%, sans aucune intervention, sans aucune consommation d'énergie. Donc, pour finir, donc, le vent, c'est un élément fondamental dans la conception bioclimatique, comme il était utilisé auparavant dans l'architecture vernaculaire et traditionnelle. Donc, il améliore significativement le confort thermique. Donc, on peut utiliser plusieurs techniques renouvelables, comme nous avons voyé. Donc, la technique des tours avant, la technique des cheminées solaires, la technique des échangeurs de chaleur, air-sol. Donc, c'est facile à utiliser avec un rendement important. Et merci pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Nasreddine. C'est très, comment dirais-je, très instructif. Donc, si je comprends bien, ce que vous avez fait, c'est que vous avez rassemblé les 3 technologies. Exactement. Vous les avez associées dans la petite cabane. Alors là, donc pour le moment, on est vraiment dans un modèle expérimental, on est d'accord, mais je crois, et ça, on va y revenir, que vous l'avez expérimenté justement au sein d'un bâtiment que vous avez conçu et dont vous avez justement surveillé très attentivement les constantes de température, hein, pour justement mettre en œuvre 3 technologies différentes. Une première technologie qui est celle de la tour avant, le refroidissement. Exactement. Une technologie qui est celle de l'échangeur air-sol qui fait à la fois le refroidissement et à la fois le froid. Alors, je rappelle donc, parce que vous êtes passé très, très rapidement sur les slides, mais bon, c'est ce dont on était convenu. Hein. Oui, monsieur Afakri. Je ferai, si vous êtes d'accord, on me demande là, enfin, tout le monde le voit, hein, si on peut disposer des présentations. Oui, bien sûr, vous pourrez disposer des présentations. Donc, la largeur de la partie enterrée, c'est 60 mètres. 60 mètres, oui. Et la profondeur, c'est 1,50 m. C'est 1,50 m. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut quand même disposer d'un foncier. En ville, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'à l'extérieur de la ville, ou même éventuellement, hein, dans les espaces publics, on creuse, on met un truc, enfin les jardins publics, on creuse, on met un truc, surtout si c'est rafraîchi par les arbres au-dessus, et puis on recouvre avec de la terre ou du gravier, peu importe. Et donc, du coup, les 60 mètres, on peut les obtenir. Et en sortie, on a, en fonction de la température extérieure, soit du frais, soit du chaud. Et puis le dernier dispositif, donc c'est la cheminée, alors ce que vous appelez la cheminée solaire, avec donc ce PVC qui est repeint en noir, les chicanes qui permettent de ralentir le vent, le soleil qui réchauffe le dispositif, et puis pouf, ça arrive dans la maison. C'est ça. Exactement. Donc l'idée, la conception, c'est de rassembler ces 3 technologies. OK. Est-ce que vous pouvez donc nous donner quelques précisions justement sur la façon dont vous avez conçu l'expérience, parce que vous m'avez dit que vous aviez finalement construit une petite maison de référence qui permettait justement de vérifier si ça marchait bien. Donc, pour la maison où les 3 techniques ont été rassemblées, donc nous avons essayé d'approcher à la réalité. Donc, ce sont des dimensions d'une chambre réelle. Donc, c'est 2,70, 2,10 et je pense que c'est 2,10. Donc, c'était à peu près de la forme cubique. Ouais. Ouais. Ce sont des dimensions, par exemple, d'une chambre d'un habitat F3 ou ça dépend. Donc, ce sont des dimensions réelles. D'accord.
Ouais. Et donc, les mesures de température, vous les avez fait sur plusieurs saisons? Oui, dans la partie hivernale et dans la partie estivale. Donc, chez nous, le grand souci au niveau de Béchar, donc comme vous le savez tous, c'est une région aride où les conditions de température, donc, dans l'été, la partie estivale, on arrive jusqu'à 55 degrés à l'extérieur. Donc, on doit passer par les systèmes de refroidissement, de climatisation qui consomment énormément d'énergie. Donc, c'était ça la motivation, donc, d'utiliser des techniques renouvelables pour améliorer le confort thermique. Donc, nous avons arrivé jusqu'à 50%. Donc, c'est 50% de la facture d'électricité. Donc, nous avons éliminé 50% de la facture d'électricité. Okay. En utilisant des techniques renouvelables, simples à réaliser, simples à utiliser, simples à intégrer dans la structure. Donc, Et le, c'était ça. et le dispositif concentré, alors, il est breveté? Vous pensez à le breveter, éventuellement à en faire un dispositif un peu plus industrialisé, ou ça reste pour le moment très, comment dirais-je, à l'état de recherche? Donc, au niveau du laboratoire Energary, donc on concentre généralement sur la partie recherche, la partie publication. Donc, tous ces résultats sont publiés dans des journaux internationaux. Et pour la phase suivante, donc, on va voir. Donc, on va passer vers amélioration des résultats. Et puis, nous allons voir. Quand on s'était parlé, je vous avais dit aussi, je vous avais expliqué aussi que un des dispositifs d'innovation d'Euroméditerranée, c'était justement la boucle thermique d'eau de mer, qui, alors c'est assez classique effectivement d'avoir une boucle à eau de mer qui réchauffe, mais l'innovation qui était portée par Euroméditerranée, c'était dans le rafraîchissement, justement. Donc ça permettait aussi bien de réchauffer en hiver et de rafraîchir en été. Donc là, vous travaillez sur l'air. Et c'est quelque chose qui est aussi, enfin, peut-être un peu plus compliqué parce que je pense que ça se rafraîchit moins, l'air se rafraîchit moins facilement. Mais en revanche, c'est beaucoup plus simple à transporter parce que, comme vous l'avez dit, il suffit d'un tout petit ventilateur dans la dernière solution, parce que toutes les autres solutions sont totalement exemptes, effectivement, d'avoir recours à une énergie quelle qu'elle soit pour transporter cet air. OK, donc on va regarder. Est-ce que déjà nos orateurs, Salma ou Mathieu, vous avez des questions les uns vis-à-vis des autres? Ou Charles, hein, puisque je sais que Charles est dans le dispositif. Non, Charles est plus là. Il n'est plus là, d'accord. Moi, c'est plus, plutôt qu'une question, c'est plus des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour nous, c'est très, très intéressant tout ce qu'on vient de voir. La déclinaison de dispositifs, même la réflexion à l'échelle très territoriale, très géographique, présentée en deuxième partie. Et puis, les dispositifs un peu plus techniques, plus architecturaux, bioclimatiques. Et c'est vrai que nous, cette rencontre nous intéressait beaucoup parce que c'est justement en fait cette pensée autour du matériau vent, c'est quelque chose qui aujourd'hui est pas, ça n'a pas été exploré à fond chez nous en tant qu'aménageurs. Et c'est vrai que de voir toutes ces potentialités, c'est très stimulant. Donc, et puis surtout, pour rebondir par rapport à l'échelle un peu plus géographique présentée par le second orateur, je ne me souviens plus de votre prénom, je m'excuse. Mathieu, c'est Mathieu. Mathieu. C'est vrai que c'est de penser en fait cette échelle géographique aujourd'hui. Nous, c'est vraiment on est dans une dynamique aussi très de questionnement et d'exploration. Et c'est vrai c'est quelque chose qu'on souhaite interroger aujourd'hui. On a notamment, on souhaite justement en fait, là c'est un peu des prémices, mais on souhaite lancer une étude spécifique par rapport à cette question du vent et de toutes les potentialités possibles et surtout en fait d'essayer un peu d'intégrer ça en amont aujourd'hui parce qu'on a on a des territoires qui peuvent être vraiment propices à ces réflexions. Notamment, on en avait parlé dans le webinaire précédent, Pierre, sur tout le parc des Égalades, là, qui dans le chantier, va commencer dans les prochaines années. Mais voilà, en fait, c'est la restructuration. On va retrouver le lit d'un ruisseau qui aujourd'hui passe sous terre, qui est canalisé à Marseille.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de redonner son lit à ce ruisseau-là. Et donc, dans le cadre de cette réflexion-là, je pense que nous, ça a complètement résonné toute votre réflexion sur comment marier une frange végétale arborée à ce flux d'eau. Donc voilà, vraiment, c'est des choses qui... Et effectivement, par rapport à l'utilisation du vent à l'échelle du bâti, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a le dispositif de la boucle à eau de mer, mais ça reste un dispositif qui, en termes de raccordement, qui est très lourd. Il y a des coûts de raccordement et des charges qui sont très lourdes pour les usagers. Et c'est vrai que réfléchir aussi à l'échelle locale d'une construction par rapport à l'utilisation du vent, les tours à vent, etc. Mais du coup, j'aurais une question par rapport à ça. Là, aujourd'hui, vous avez présenté, Monsieur Nasreddine, pardon, des dynamiques plus expérimentales, exploratoires, mais du coup, dans votre région, aujourd'hui, c'est des dispositifs qui existaient un peu dans l'architecture vernaculaire, ou je sais que dans d'autres régions, plus Moyen-Orient, c'est des dispositifs qui ont été déclinés assez couramment, mais est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui? C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez un peu importer et développer chez vous? Alors, Nasreddine, pardon, avant que vous répondiez, je vais compléter cette question de Salma par celle de Mohamed Afakri, qui travaille donc à la Société d'aménagement de Zenata, et qui dit, en été, concernant les tours à vent, quand on fait entrer de l'air à température extérieure élevée, 45-50 degrés, c'est ce que vous avez dit, hein, Nasreddine, il est difficile d'imaginer comment cet air aussi chaud peut refroidir une maison dont la température intérieure est moindre. Peut-on avoir une explication technique? Donc, je vous laisse répondre à Salma et puis revenir peut-être sur l'explication technique, parce que c'est vrai que on a peine à concevoir. Alors, on ne critique pas du tout le fait que ça fonctionne, mais vraiment revenir sur cette explication. Je vous laisse parler, Nasreddine. Ok, merci. Seulement, donc, pour la première partie, donc, nous avons concentré sur la partie expérimentale. Donc, la technique elle-même, c'est une ancienne technique qui revient à la période des pharaons, donc en Égypte. Donc, ils ont trouvé des gravures qui démontrent que les anciens Égyptiens donc, ont utilisé la technique des tours à vent, et puis les Iraniens ont développé cette technique, mais la contrainte, c'était la taille elle-même de la technique, de la tour à vent. Donc, des grandes structures donc, qui s'élèvent à 33 mètres, des fois il arrive à 33 mètres, pour capter les vents qui se trouvent dans les parties supérieures, sans obstacle, donc l'écoulement de l'air. Donc, c'est le meilleur. Donc, notre idée, c'est de simplifier la technique, donc de passer de 33 mètres de hauteur jusqu'à 1,5 mètre ou 2 mètres. Donc, c'est facile à réaliser, c'est facile à connecter à la structure elle-même. Donc, c'était ça l'idée. Donc, en diminuant les dimensions, donc automatiquement, il y aura un impact sur la performance de la technique. Donc, notre motivation est d'utiliser quelques améliorations pour augmenter la performance de la technique, donc en réduisant les dimensions, et en même temps, on aura les mêmes ou plus de performance par rapport à ces géantes structures. Donc, c'était ça la motivation. Et aussi, d'utiliser des techniques simples, des matériaux qui se trouvent donc, localement, donc en utilisant le bois, en utilisant, ça dépend, des moyens très faciles pour réaliser la technique elle-même, et aussi de bénéficier le maximum, par exemple, si la région elle-même dispose des vitesses du vent moins importantes, donc comme M. Mathieu auparavant a présenté que la vitesse du vent au niveau de Rome, c'était à 6,5 mètres par seconde. Donc, au niveau de Béchar, la région de Béchar, donc on est à 3 mètres par seconde. À 3 mètres par seconde, et on arrive à diminuer la température jusqu'à 7 degrés en utilisant une technique renouvelable. Donc, c'était ça l'enjeu. Diminuer les dimensions et en même temps, on aura les mêmes ou plus de performance par rapport à l'ancienne technique. C'était ça la problématique. Donc, le fonctionnement, Nasreddine, c'est parce que, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est parce que l'air chaud attire l'air froid.
C'est ça l'idée. C'est qu'à Non, partir du moment… Allez-y. Non, monsieur Pierre, pour la technique des tours avant, donc la force motrice, c'est la delta P, c'est les gradients de pression. C'est la pression. C'est pas Exactement. la température. Plus on augmente la delta P entre l'amont et l'aval, plus on aura de ventilation naturelle. Donc, pour la technique des tours avant. Pour la technique des cheminées solaires, c'est les gradients de température. Et pour la technique des échangeurs de chaleur, une partie les gradients de pression, une partie les gradients de température. Et l'ensemble, c'est la combinaison entre les trois techniques en bénéficiant des gradients de température, en bénéficiant des gradients de pression. D'accord. OK. Donc, toute l'explication que vous avez donnée sur les delta P en ouverture. OK. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? A priori, je ne pense pas. Mathieu, est-ce que vous auriez une question à poser à Salma ou à Nasreddine? Ou une remarque ou une… Plus une réflexion. Je trouve ça super qu'on ait traversé toutes les échelles, en fait, qu'on soit de la micro, de la pièce au territoire. Et c'est presque ça, une fois de plus, l'invitation du vent, c'est d'arrêter de travailler en silo, chacun dans sa discipline. Et qu'on arrive à partir de quelque chose qui est considéré encore comme fragile, donc une petite brise ou un courant ou peut-être le fil de l'eau, repartir de ce qu'on considère comme fragile pour tout mélanger, que ce soit les échelles, que ce soit les disciplines. Il faut qu'on discute beaucoup plus avec les scientifiques, avec les aménageurs. Il faut transformer la commande pour être en capacité de travailler à la petite et à la très grande échelle en même temps. Et c'est là où je pense que le vent est un outil, un allié précieux dans des questions d'écologie, de résilience, d'augmentation de température, parce que tout devient manipulable et qui permet d'évacuer les questions un peu permanentes de protection, construction, culpabilité. Non, on peut tout remanipuler de façon beaucoup plus généreuse et fluide en partant du mouvement. Et ça, je trouve ça plutôt excitant. Wow. Rien à dire. Là, l'humilité me saisit soudain. Et je pense que cette conclusion va clôturer en beauté, voire en magnificence, notre webinaire. Merci à vous trois. Vraiment, c'était extrêmement instructif. C'était vraiment une thématique pas évidente. Franchement, quand on en a parlé avec Euroméditerranée, et je comprends bien que c'est un sujet qui porte, c'est un sujet extrêmement important aussi pour une ville comme Marseille, et se rendre compte que à Béchar, où finalement le vent est une donnée, 3 mètres par seconde, c'est quasiment rien en fin de compte, hein. Mais on a des scientifiques qui se penchent sur cette donnée, qui réussissent justement à le capter. Alors là, pour le coup, vraiment à le maîtriser, à en faire son allié. On n'est peut-être pas, et on n'est probablement pas effectivement dans une dynamique d'identité, mais se rendre compte que quel que soit le territoire, finalement, on considère le vent comme un soutien, hein, un soutien à l'habitat. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et merci vraiment Mathieu pour cette remarque. Effectivement, c'est très très important que chacun d'entre nous, nous soyons en mesure de continuer à dialoguer. Je vous encourage vraiment à le faire, hein, à continuer à dialoguer pour confronter justement vos expertises, vos savoirs, et puis éventuellement, pourquoi pas, essayer de mettre en œuvre ce qui se passe sur certains territoires et essayer de l'adapter chez les autres. Voilà, donc merci beaucoup. Donc je vous rappelle que Inès a écouté, de toute façon c'était enregistré, a écouté avec beaucoup d'attention ces sujets. Donc nous en ferons, enfin c'est elle qui est à la manœuvre, elle en fera une transcription qui vous sera proposée et puis qui sera diffusée ensuite assez rapidement, je dirais d'ici… en tout cas début septembre, puisqu'on va avoir quand même la coupure des congés d'été sur le réseau des aménageurs. Mais nous restons en contact parce que nous avons vraiment beaucoup de choses encore à échanger et à partager. Donc, prochain rendez-vous, mois de septembre, nous vous ferons passer les informations sur la problématique de l'eau dans les cités méditerranéennes. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et puis à très bientôt et très bon congé d'été à ceux qui ont la chance d'en prendre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.